Euh, les premiers câbles transatlantiques, là, je vous mets une image là, qui dit 1858, mais ça a débuté un peu avant parce que autour de 1850, dans ce coin-là, l'Angleterre, la France avaient déjà commencé à faire des tests dans la Manche pour traverser des câbles, tout ça. Donc, il y avait déjà quelques expériences qui avaient été faites. Mais le premier câble officiellement a été déposé en 1858 et ça reliait l'Europe et les États-Unis, on parle du nord de la France, jusqu'à Terre-Neuve. Puis le premier message qui a été délivré à l'occasion, ça a été via télégraphie. Gloire à Dieu, excusez-moi. L'Europe et l'Amérique sont unies par la télégraphie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix et bonne volonté aux hommes de la terre. Et ce message-là, c'était une révolution, Patrice, parce que à l'époque, la haute vitesse, c'était 10 jours. OK? Ça, c'était excusez-moi le terme, mais de la maudite haute vitesse. T'embarquais dans le bateau, tu mettais ça plein feu vers l'ouest, puis t'arrivais aux États-Unis. 10 jours ouvrables, t'avais ton message. C'était la techno de l'époque. Et en amenant ce câble-là, on passait de 10 jours à quelques minutes, heures pour transmettre un message en fonction des capacités de l'époque. Par contre, ça s'est pas super bien passé. Là. Il y a eu 2 bateaux là, qui se sont rejoints. Un bateau qui était le HMS, j'ai pas le nom en tête, et un autre bateau anglais qui se sont rejoints dans le milieu de l'océan. Et ils ont dû recommencer 2-3 fois là, en 54 puis 58. Le câble brisait, il refaisait les épissures en plein milieu de l'océan. Ça marchait pas. Et faut se rappeler qu'à l'époque, on avait joint plusieurs connecteurs de cuivre qu'on avait encerclés de goudron et de d'autres câbles de métal tortillés avec des serres à tous les temps de pied. Et c'était pas hyper efficace, c'était vraiment pas super bien fait. Mais le message a passé. Puis, ce qui est peu connu, c'est que... attends une minute, je vais aller chercher mon autre image. Ça, c'est l'image du câble de l'époque. Ça vous donne une idée. Là, on mettait de la toile par-dessus. C'était assez broche à foin. Là. Et ce qui a fait l'échec du câble, en gros, c'était aux États-Unis, celui qui était en charge de la réception du signal du câble, c'était Lord Kelvin. On connaît bien pour l'unité Kelvin. Oui. Et du côté de l'Europe, c'était M. Whitehouse, qui, lui, était un docteur en médecine, mais qui était aussi, à ses heures perdues, un électricien citoyen. Fait que lui, il savait comment ça marchait, puis on va t'arranger ça, puis on va te patenter ça. Fait que c'était quelqu'un d'hyper autodidacte qui faisait à sa manière. Puis lui, il était convaincu que la seule façon de transmettre efficacement un code Morse à travers l'océan, c'était d'y aller avec des ultra haut voltage vers l'ouest. Et au contraire, Lord Kelvin trouvait que c'était pas utile, qu'il y avait moyen de détecter le changement de polarité dans le front d'onde, puis qu'on n'avait pas besoin de haut voltage. Et ce faisant, M. Whitehouse a provoqué de la corrosion. Donc, il y a eu de la corrosion sous l'eau. OK. Et c'est ce qui a causé le bris du câble. Là. Et plus les jours avançaient, plus les messages prenaient de temps avant de se transmettre. Et c'est devenu problématique. Il y a eu des enquêtes, la mare de poignée, c'est pas compliqué. Puis ils ont fini par se rendre compte que finalement, notre électricien citoyen avait causé le problème du câble. Donc, on s'est retroussé les manches. Et c'est en 65 où on se retrouve avec un nouveau câble. Et le nouveau câble est enduit d'une nouvelle formule. C'est d'ailleurs ce qui a permis au câble de pouvoir être déposé par pas l'American, c'est ça,
Ouais, je pense que c'est l'American Telegraph, whatever, le AT, whatever. Et il enduisait de, d'un enduit de Chatterton qui était un mélange qui était assez révolutionnaire à l'époque, là, qui était un mélange de trois parties de gutta percha, qui est un espèce de caoutchouc qui vient d'une plante arbustive, là, un caoutchouc naturel, une partie de ricine. De ricine, c'est de la sève la sève de pin, OK. et une partie de goudron de pin. On faisait un mélange avec ça, on mettait de la toile de lin et on venait enrober complètement le câble et là, ça séchait. Puis ça faisait office de gaine, comme on voit dans l'image. Donc, ça venait Ouais, ouais. protéger le câble transatlantique. Donc, en 1865, on a pu, pour la première fois, avoir un câble qui avait une durée puis qu'on était capable de se servir au niveau des câbles transatlantiques. Puis j'imagine que dans le temps, c'était pas juste un projet de type les compagnies de télégraphe voulaient l'installer. Il y avait probablement l'armée aussi qui était en partie mélangée à ça en termes de besoins stratégiques, hein? C'est clair qu'il y avait des besoins stratégiques des deux côtés. Les pays, tu sais, on se rappelle, en 1800, on est proche de 1850, 60, on est dans la guerre aux États-Unis, ces choses-là. Donc, il y a un intérêt entre la couronne britannique et les Américains pour qu'il y ait une communication en temps réel ou presque. Donc, le développement du télégraphe était rendu presque une obligation. Puis, il y a eu beaucoup d'investissements. Ça a été un conglomérat de 4 ou 5 entreprises qui se sont reliées ensemble pour réussir la manœuvre. VA2 XGM nous dit qu'il n'y avait rien de bien flambable. Non, non, ça flammait pas. Euh, il va falloir attendre, curieusement, évidemment, entre 1865 et 1956, ces câbles-là se sont multipliés. Donc, des câbles télégraphiques, il y en a eu beaucoup partout. Et ce que peu de gens savent, c'est que les câbles télégraphiques ont été utilisés jusqu'en 1960 environ. Donc, parce qu'avant 1960, il n'y avait pas de communication transatlantique, transpacifique, ces choses-là. Donc, on avait à peu près juste le télégraphe ou la radio longue portée pour pouvoir transmettre des messages. Donc, on a dû attendre au début des années 56 pour développer un premier câble téléphonique qui s'appelait le TAT1. Et le TAT1 comprenait 36 canaux full duplex, donc qui peuvent communiquer dans les deux sens. Ce qui veut dire qu'en gros, on s'en réservait un pour les communications importantes d'entreprise, puis les 35 autres, on pouvait avoir 35 appels en même temps. Donc, OK. c'est quand même pas pire. Ça a été augmenté jusqu'à 72 en 1960. Le TAT1 a été un acteur majeur pendant la crise des missiles cubains. C'est par le biais du TAT1 que la Russie a communiqué avec les Américains via des messages encryptés, puis la marde était pognée, la chicane était pognée. Puis ça prenait plusieurs heures décoder le message. Puis parfois, il recevait le message, puis là, il renvoyait va donc chier mon espèce de toi. Ouais. Là, je rends ça plus simple. Oh, oui. Mais le message qui revenait était OK, je m'excuse, mais la marde était pognée parce que les messages, le temps que prenait à se déchiffrer, les réponses avaient été envoyées avant de recevoir les prochaines réponses. Donc, ça a été assez complexe. Et sais-tu, Patrice, pourquoi ça a pris jusqu'en 1956 pour pouvoir avoir des câbles téléphoniques? Oh, non, non. La réponse est conne quand tu y penses. La seule façon qu'on avait à l'époque de pouvoir amplifier un signal, c'était via des tubes. OK. Mais là, ça ne Mais de fonctionnait l'époque pas sous l'eau. pré-transistor, ben non. Ben non, ben non. C'était hyper compliqué. Donc, contrairement à un câble télégraphique, un câble téléphonique nécessite une amplification à toutes les. Là, je vais donner un chiffre, je n'ai pas ça devant moi, mais mettons à toutes les 50 km. Puis à l'époque, ben, la seule possibilité qu'on avait, c'était des tubes transistors. Et ces tubes à lampe-là, évidemment, vous comprendrez qu'à 400 mètres sous l'eau, c'est un joyeux problème d'ingénierie, ce qui fait qu'on n'était pas capable de le faire. Donc, ça a pris jusqu'en 1956 pour voir le premier câble téléphonique traverser l'océan. Évidemment, quand je dis le premier câble qui traverse l'océan, vous devez comprendre encore là que entre l'Angleterre, puis la France, puis l'Allemagne, puis l'Espagne,
Il y a des câbles de moins grande longueur qui ont été développés bien avant ça. Mais pour ce qui est de la communication transatlantique, ça a été assez tardif. Voici le TAT-8. Évidemment, vous avez assez d'imagination pour comprendre qu'il y a eu le TAT-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le TAT-8 a été inauguré en 88. Et ce câble-là avait la possibilité, c'est un câble transatlantique encore, avait la possibilité de transmettre un taux de données autour de 280 mégabits seconde via la possibilité de 40 000 lignes téléphoniques en 88. Donc, c'était quand même fucking wow. Il n'y en avait pas 12 comme ça en passant. Donc, ça limitait. Et pour ceux qui se demandent aussi dans le domaine de la téléphonie, pourquoi on chargeait pour les longues distances, vous comprenez un peu plus. Quand tu as 40 000 lignes à la grandeur de l'Europe et des États-Unis, ben, tu peux pas te permettre qu'il y en ait 182 000 qui veulent utiliser le téléphone en même temps. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, il y avait un coût. Puis les sociétés qui déposaient ces câbles-là avaient un coût de revient aussi pour aller rechercher. Tu sais, tu veux transiger sur mon câble, ben moi, écoute, il m'a coûté 200 millions, ce câble-là. Ben, j'aimerais ça refaire un peu d'argent avec ça, puis de me renflouer. Donc, il y a eu des frais. C'est de moins en moins pertinent de nos jours, mais à l'époque, les frais de longue distance étaient utilisés, entre autres, pour les interconnexions entre différents centres d'appel et les différents centres de communication. Là, on voit sur le diagramme, là, probablement que ça arrivait aux alentours de Boston, dans ce coin-là. Là. Ouais, Donc, dans un des grands centres des États-Unis. ouais. Puis le TAT-8 a été, de mémoire, a été installé par c'est un conglomérat de AT&T puis d'autres entreprises en Europe. Et pour ceux qui ne savent pas, AT&T, la American Telegraph and Telephony Company, qui était l'entreprise qui a été fondée par Graham Bell. Oui. Alors, ensuite, voyons ce que nous avons actuellement. Évidemment, je ne peux pas vous le montrer en live, mais si vous tapez sur Google Submarine Cable Map, vous allez avoir un site dédié dans lequel vous avez tous les câbles actuels, les fibres optiques actuelles dans l'océan. Ils sont classés par nom et par pays. Et quand vous cliquez sur un câble en question, vous avez sa définition, sa longueur, un paquet de détails techniques. Pour ceux qui trippent sur le côté technique des choses, moi, je trouve ça hyper intéressant. Oh, oui. Vous irez jouer avec. C'est très, très, très bien fait. Je ne sais pas si tu as déjà été sur ce site-là. Non, je n'ai pas été sur ce site-là, mais bon, j'ai vu un documentaire, là, puis c'est intéressant de voir les différents chemins qu'utilisaient les câbles. Oui, exact. Et la prochaine image, bien évidemment, vous comprendrez que plus les choses se sont passées, et, au début, on avait les grandes entreprises de télécom qui ont commencé à installer des câbles pour transmettre l'Internet, parce que la naissance d'Internet, ces choses-là. Donc, il y a eu AT&T, Verizon et tous les gros du monde qui se sont mis à faire des partenariats pour transférer les câbles. Et est né le Web 2.0 avec la venue des médias sociaux. Et là, les grands joueurs, les GAFAM, Amazon avec leur cloud, Facebook, Google, ont eu de plus en plus d'intérêt à eux-mêmes posséder des câbles pour pouvoir permettre d'échanger entre leurs centres de données, ces choses-là. Puis jusqu'en 2019, le record mondial de la fibre optique était détenu par le Google Donant, qui est le câble optique que détient Google, qui relie évidemment l'Europe aux États-Unis. Et ce câble-là avait une capacité de 250 terabytes seconde par seulement 12 paires de fibres. Donc 24 petits poils lumineux nous permettaient de transférer d'un bord à l'autre de l'océan en quelques 15-20 millisecondes 250 terabytes seconde. C'est fou de voir la grosseur de ces câbles-là. Moi, je me serais attendu, bon, c'est assez gros. Non, c'est la grosseur d'un cheveu, là. Oui, c'est un cheveu. Puis, tu sais, les câbles actuels, les câbles de fibre optique actuels, c'est pas plus gros que ça, là. Le câble, il est à peu près gros de même. Et le câble est fabriqué, évidemment, vous avez la fibre optique qui est entourée d'une protection. Puis, autour de la fibre optique, on a de la vaseline ou un composé semblable, là. Ensuite, on a des brins métalliques qui viennent renforcer. On a une gaine de polypropylène de mémoire.
de nylon et on a encore des câbles de métallique, puis on finit avec une gaine de caoutchouc pour protéger le câble. Donc, évidemment, on n'a plus besoin d'utiliser du kiwi, c'est ça, exact, Oui, oui. exact, gars. C'est la même affaire. Je te dis, tu as juste à te prendre une fibre optique, tu l'ouvres, tu te la comprimes un peu, puis t'es correct. La compagnie qui fabrique ces câbles-là s'appelle Quick Quick. Quick, quick. Évidemment, on n'en reste pas là. Google a travaillé sur un autre projet qui s'en vient, qui va être en fonction cette année, qui est le Grace Hopper, qui lui va permettre entre l'Espagne puis l'Angleterre et les États-Unis, New York, d'avoir une possibilité de 352 terabytes via, de mémoire, c'est 24 paires de fibres, donc on passe à 48. Ouais. Donc, lui, quand il va être sur pied, ça va être le champion de tous les temps. Et évidemment, vous comprendrez que Facebook est pas loin derrière et ils sont en train de eux-mêmes, en ce moment même, de déployer leur câble transatlantique qui, lui, aura 500 terabytes seconde pour une 24 paires avec une technologie un peu différente. Donc, ils optimisent la communication. Fait que ça vous donne un peu une idée de ce qui s'en vient. Et là, je n'ai pas parlé de d'autres entreprises comme Tata Communication, qui est, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis tout de suite, les fournisseurs de téléphonie, d'Internet et de tout ça à travers le monde utilisent ce qu'on appelle des interfournisseurs. Des interfournisseurs, c'est des géants de l'Internet qui vendent de l'Internet à des fournisseurs Internet. Donc, quand je vais aller en Europe, ben, je dois passer par une de ces compagnies-là, un interfournisseur qui me vend un lien pour pouvoir me rendre en Europe, que ce soit pour transférer de la téléphonie, de l'Internet ou ces choses-là. Puis il y en a des dizaines de compagnies, mais Tata Communication en est une grosse. Puis évidemment, ben, il y a toutes les Amazon de ce monde, tous les fournisseurs de cloud comme Microsoft Azure, ces choses-là, qui eux aussi euh, sont en train de déposer leur câble. Puis on est en train en ce moment de ceinturer l'Afrique. Donc, de façon à ne pas avoir un câble qui arrive par le haut ou par la droite de l'Afrique, mais de faire complètement le tour de l'Afrique pour aller offrir une redondance beaucoup plus efficace pour l'Afrique, qui est encore un endroit qui n'était pas hyper bien desservi côté fibre optique. À part ça, on était dans des super grandes villes. Un peu comme tu parlais la semaine dernière, les changements des émetteurs-récepteurs permettent aussi à l'augmentation des débits. Ouais, exactement. Et ça m'amène, VR2 d'ailleurs, au record de tous les temps. J'en avais parlé dans une chronique avant, qui a été franchi récemment, là, de mémoire, c'est il y a quelques semaines, par des Japonais. Ils ont réussi à transmettre via une fibre optique avec la technologie infrarouge et ils ont joué dans les spectres, la façon de transmettre ces choses-là. 1 pétabyte par seconde, donc 1000 terabits seconde ou 1 million de gigabits seconde. Donc ça, c'est le record de tous les temps. Donc on est en droit de se poser la question que d'ici 5 ans, on devrait voir la barrière du pétabit franchie au niveau des câbles transatlantiques ou peut-être même via des câbles existants parce que là, la technologie n'est pas claire s'il faut utiliser un autre type de fibre ou si la fibre est fabriquée différemment. Probablement que les répéteurs doivent être changés aussi. Là, fait que, mais disons 5 ans, le temps de faire le projet, de designer les systèmes puis de les intégrer, on devrait voir arriver rapidement des nouveaux transmetteurs pétabits. Combien de pauvres poissons sont morts écrasés par les câbles? C'est bon que tu en parles, Gorg. Et c'est d'ailleurs un des problèmes. Le premier câble téléphonique, le TAT1, qui a été déposé dans l'océan Atlantique, a eu plusieurs pannes. Écoute, sur des années, ils ont passé leur temps à le réparer. Et ils se sont rendus compte que ben, les requins aimaient pas pantoute ce câble-là. Donc, elle est un peu comme votre chat qui va se mâchouiller le coin du divan ou votre soulier le matin. Les requins allaient mâchouiller les câbles et c'était problématique. Donc, ils ont commencé par essayer de trouver des façons de shielder le câble, de faire jouer un petit courant électrique dans le câble pour être capable d'éloigner les requins. Puis après quelques pannes, là, je pense que c'est sur 5 ans, ils ont développé une façon de shielder les câbles pour empêcher les poissons de venir les endommager ou de blesser les poissons. Mais rassurez-vous, les câbles traînent au sol, ça pollue pas, c'est bien fait. Puis ça ne dérange à peu près pas l'environnement. Fait que vous n'avez pas d'inquiétude.
Puis ils sont fréquemment inspectés. Donc, il y a des bateaux qui vont faire le tour de chacune des câbles de ces compagnies-là pour les soulever du fond, pour aller vérifier s'il y a des problèmes, ces choses-là, Ouais, puis c'est les ça, ils n'ont pas le choix, redéposer. là. C'est ça. Ouais, exact. Au prix que ça vaut, ils veulent s'assurer de l'entretien, là. Fait que c'est ça, Patrice, c'était mon tour d'horizon, l'histoire un peu de d'où les fibres optiques de la télégraphie sont parties jusqu'à aujourd'hui.